Notre animateur s'appelle Lee, un agent interdimensionnel expérimenté. Chaque jour, il enfile une combinaison de protection et risque sa vie en entrant dans une autre dimension pour extraire des pierres d'énergie. Juste avant d'entrer dans le portail, un de ses supérieurs l'a félicité avec un sourire fier. Il a reconnu sa bonne performance pendant le mois, commentant que s'il maintenait ce rythme, il pourrait rembourser la dette de ses parents dans environ 1 an. Plaçant sa main sur son épaule, il a mentionné que s'il y maintenait ce rythme pendant encore 3 à 5 ans, il pourrait même acheter un petit appartement. L'Y a commencé à afficher un sourire forcé, promettant de travailler dur, bien qu'au fond de lui, il maudissait ce capitaliste sans cœur. Son vrai plan était de rembourser la dette et de partir. Il n'avait aucune intention de travailler encore 5 ans dans ce boulot de merde. Vous voyez, le rayonnement dans d'autres dimensions offrait une chance sur 1000 à une personne ordinaire de s'éveiller en tant qu'élu, mais c'était aussi mortel. Personne ne choisirait d'enfiler une combinaison et de travailler dans une autre dimension, sauf si les circonstances de la ville Y obligeaient. Les camions ont commencé à se diriger vers les portails. Un des hommes a demandé à son ami s'il y était le gars dont il avait parlé, celui dont les parents étaient morts dans un accident il y a 3 ans, qui non seulement n'a reçu aucune compensation, mais s'est aussi retrouvé avec leurs dettes. Son ami a hoché la tête, expliquant que NG Group avait insisté sur le fait que ses parents avaient causé une perte de $1 million. Lee était un garçon vraiment malchanceux. Le grassouillet n'était pas d'accord. Il a déclaré qu'il n'y avait rien de regrettable à cela. Lee était simplement faible. Si c'était lui, il risquerait tout pour faire payer l'entreprise. L'ami était quelque peu confus puisqu'il pensait qu'il allait les faire payer de leur vie. Le grassouillet a croisé les bras et a demandé à son ami s'il était stupide. Il a expliqué que prendre une vie ne résoudrait rien. Obtenir de l'argent était beaucoup plus pratique. Les yeux de Lee ont commencé à briller de rage. Parfois, une personne devient faible, non pas à cause d'elle-même, mais à cause de la société, parce que le monde est devenu fou. Plusieurs heures plus tard, ils sont descendus des camions, ont mis l'équipement et ont décidé de se mettre au travail. À ce moment-là, le sol a commencé à trembler, et un des hommes a pensé qu'il y avait un effondrement. Le superviseur a expliqué que ce n'était qu'un petit tremblement de terre. Les yeux du grassouillet s'écarquillèrent de confusion car il n'avait jamais entendu parler de tremblement de terre dans une autre dimension. Bien qu'ayant travaillé dans de nombreuses zones dimensionnelles, il n'avait jamais entendu parler d'un tremblement de terre. Cela les a amenés à se demander si des monstres étaient sur le point d'apparaître. Ils ont commencé à parler entre eux. L'un d'eux a averti qu'il ne devrait pas continuer à travailler, mentionnant qu'il avait entendu dire que cet endroit abritait autrefois des extraterrestres, qui étaient encore plus difficiles à affronter que les insectoïdes et les bêtes. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il valait mieux s'arrêter. C'était trop dangereux. Le superviseur a ordonné à tout le monde de se taire, précisant que les élus avaient débarrassé cette zone des extraterrestres il y a 3 ans, il était donc impossible qu'ils apparaissent. Juste avant qu'il ne puisse finir de parler, une griffe a percé sa poitrine. En voyant cela, les yeux des autres s'écarquillèrent de peur. Lee était paralysé par la peur, ne sachant pas quoi faire. Juste avant de mourir, le superviseur a révélé que c'était un extraterrestre. À ce moment-là, plusieurs bêtes puissantes connues sous le nom d'extraterrestres ont commencé à descendre du ciel, créant le chaos. Les extraterrestres ont commencé à massacrer les travailleurs, ce qui a incité les autres à fuir pour sauver leur vie. L'Ye a commencé à courir de toutes ses forces, se souvenant qu'il était à plus de 10 km de la sortie de la faille dimensionnelle. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Il se demandait si courir allait vraiment aider. Il était conscient que cela dépassait complètement ce que la force humaine pouvait gérer. Un des extraterrestres a jeté le corps d'un des travailleurs vers Lee, le faisant s'écraser contre son dos et contre le mur. Lee a commencé à halter fortement et a vu les travailleurs monter dans le camion. Quand ils ont démarré le camion, notre garçon leur a demandé de l'attendre. Mais à ce moment-là, un des extraterrestres a atterri sur le toit du camion et a utilisé sa griffe acérée pour faire un trou dans le toit. Voyant cela, les travailleurs ont paniqué, sachant que ce n'était pas bon. L'extraterrestre a attrapé les 2 travailleurs et, d'un saut, a renversé le camion. Les autres extraterrestres ont commencé à avancer vers le véhicule, et notre garçon a vite compris que leur cible était les personnes à l'intérieur. Mais peu de temps après, le camion a explosé, projetant les corps des extraterrestres. Lee a mis sa main sur son visage et n'a pas pu s'empêcher de paniquer. Le feu a commencé à brûler les extraterrestres, les faisant se tordre de douleur. Les extraterrestres se sont effondrés. Lee, blessé, s'est levé et n'a pas pu s'empêcher de se demander si le feu était leur faiblesse. Son attention était fixée sur une des torchées qui traînait par terre. Il a décidé de tester sa théorie. Un des extraterrestres s'est jeté sur lui. Notre garçon a sauté et a commencé à courir vers la torche, profitant de l'élan. Heureusement, il a réussi à atteindre la torche et l'a attrapée. Lee a commencé à balancer la torche de gauche à droite. L'extraterrestre a immédiatement cessé d'avancer vers lui. Quand Lee a pointé la torche sur eux, les monstres se sont figés de peur. Ses yeux ont commencé à briller de confiance, et il a révélé à tout le monde que ces créatures avaient peur du feu. Il y a 10 ans, des portes sont soudainement apparues dans le monde entier. À travers elles,
Des insectoïdes, des bêtes et des extraterrestres de royaumes dimensionnels ont émergé en essaim et ont envahi la Terre. Seuls les élus, éveillés par les radiations, possédaient le pouvoir de résister à ces monstres. Leur apparition a non seulement permis aux humains de fermer les portes, mais a également ouvert une nouvelle ère d'exploration et de développement de l'énergie dimensionnelle pour l'humanité. Malheureusement, ce n'étaient pas des élus. L'IA a ordonné à tout le monde de ramasser rapidement autant de matériaux inflammables que possible. Certains travailleurs ont attrapé des torchets pour repousser les extraterrestres tandis que les autres couraient vers le camion en feu. Ce n'étaient que des gens ordinaires, et la simple survie dans ce monde leur coûtait tout ce qu'ils avaient. Devant les monstres de la porte, ils n'avaient même pas la force de fuir. Un des hommes a attrapé une torche et son corps a commencé à trembler, ses yeux se remplissant de peur. Il savait que la torche n'allait pas durer beaucoup plus longtemps. L'IA a commencé à transpirer et a révélé qu'il y avait de l'essence dans la réserve. Son plan était de bloquer l'entrée avec du feu afin de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. L'IA leur a ordonné de se tenir dos à dos, de former un cercle et de reculer lentement. Le plan de l'IA a commencé à fonctionner, car petit à petit, ils ont commencé à avancer vers la réserve. Une fois proche, l'IA leur a demandé de verser l'essence à l'entrée. Un d'eux a hoché la tête. Ils ont donné des coups de pied dans les barils, faisant tomber l'essence à l'entrée. Une fois qu'un des extraterrestres a marché sur l'essence, l'IA et les autres ont jeté leur torchets. La torche est entrée en contact avec l'essence, créant une puissante flamme qui s'est répandue dans toute l'entrée, brûlant l'extraterrestre. Avec un sourire reconnaissant, le vieil homme a posé sa main sur l'épaule de l'IA. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, ils ont admis que sans lui, ils seraient tous morts. Ils lui ont assuré que si quelque chose arrivait, il n'avait qu'à demander, et il l'aiderait certainement. L'attention de l'IA était fixée sur quelque chose, le rendant curieux. Dans cette pièce, il y avait une statue. Voyant l'expression de l'IA, le vieil homme a expliqué qu'elle avait été découverte il y a longtemps dans le puits de la mine. Il pensait que le superviseur Wong prévoyait de la faire sortir clandestinement pour la vendre au marché noir, et à cause de cela, il l'avait gardée ici. L'IA a commencé à observer attentivement, réalisant que la statue était très ancienne. Ils appartenaient au secteur 7, et en utilisant le talkie-walkie, ils ont demandé quand quelqu'un viendrait les secourir, révélant qu'ils étaient attaqués par des extraterrestres et qu'ils avaient besoin d'urgence de renfort. L'équipe de secours a signalé qu'elle avait reçu leur message. On leur a dit que, pour le moment, ils devaient assurer leur propre sécurité car les secours arriveraient dans environ 2 heures. En entendant cela, leurs yeux se sont écarquillés de peur. Et lorsqu'ils ont demandé s'ils pouvaient venir plus tôt, le signal du talkie-walkie a été perdu. Ils ont paniqué, ne sachant pas quoi faire. La situation était d'autant plus désespérée que les sources d'alimentation de leur combinaison de protection ne duraient plus qu'1 heure et demie. La peur de mourir était palpable. Certains pensaient à leurs femmes et à leurs enfants qui les attendaient à la maison. En jurant, l'un d'eux proposa de forcer le passage avec un véhicule, arguant qu'il valait mieux qu'au moins un s'échappe plutôt que de rester assis à attendre la mort. Avec un regard calme, Lee regarda son poignet, réalisant que sa combinaison n'avait presque plus d'énergie. Il ne pouvait qu'espérer que les secours arriveraient bientôt. Un des travailleurs attira l'attention de tous. C'était le rondouillard qui tenait un bâton en bois. Ses yeux commencèrent à briller de malice, révélant que l'énergie de leur combinaison ne durerait pas jusqu'à l'arrivée des secours. Et dans cette situation, quelqu'un devrait faire un sacrifice. Son attention se concentra sur Lee et le vieil homme. Notre garçon restait calme. Le rondouillard commença à pointer Lee avec le bâton en bois et expliqua clairement que Lee n'avait aucun lien et se noyait dans les dettes, donc sa vie n'était que souffrance. À cause de cela, il exigea qu'il lui remette la batterie de sa combinaison. Les yeux de Lee s'écarquillèrent de rage, le faisant serrer les dents. Voyant que Lee essayait de résister sans avoir la force, le rondouillard le frappa avec le bâton. Lee bloqua l'attaque, ce qui brisa le bâton en bois en deux. Notre garçon commença à se tordre de douleur et le rondouillard se moqua de lui en le défiant de résister. Avec un regard furieux, ils attrapèrent Lee par le cou et lui enlevèrent son masque, disant que peut-être l'exposer aux radiations déclencherait son éveil. Ils ajoutèrent que s'il éveillait ses pouvoirs, il pourrait devenir le héros qui les sauverait. Rampant vers son masque, Lee jura à ces salauds que s'ils s'éveillaient, la première chose qu'ils feraient serait de les tuer. Leurs yeux commencèrent à briller de malice et un sourire confiant se répandit sur leur visage. La probabilité d'éveil était de 1 sur 1000, et ils ne croyaient pas qu'il était si chanceux, croyant qu'ils avaient sécurisé une autre batterie. Ils se tournèrent vers les autres et demandèrent qui serait le prochain à essayer de s'éveiller. Un des hommes paniqua, poussa ses compagnons et commença à courir vers le camion, ce qui poussa le rondouillard et les autres à le poursuivre. Ses yeux brillaient de détermination. Il dit que s'ils allaient mourir, alors ils mourraient tous ensemble. Il démarra le camion et, sans hésiter une seconde, décida de fuir cet endroit. Ce faisant, il fit tomber la statue sur le sol devant Lee. Les autres paniquèrent. Ils savaient qu'ils devaient l'arrêter immédiatement car s'il brisait la barricade de feu à l'entrée, tout le monde serait perdu. Il ne pouvait rien faire puisqu'il avait abattu la barrière de feu extérieure, permettant aux aliens d'entrer. L'attention de Lee était fixée sur la statue, et ses yeux s'écarquillèrent de confusion. Il ne savait pas si elle souriait.
Les yeux de la statue commencèrent à briller de malice, et un sourire se répandit sur son visage. En voyant cela, notre garçon pensa que même la statue se moquait de lui. Un des aliens entra dans la pièce et écrasa la tête de la statue. Notre garçon mit ses mains sur sa tête pour éviter d'être touché par les morceaux. Avec des yeux brillants, l'alien commença à étendre sa griffe vers Lily, prêt à mettre fin à sa vie. Notre garçon leva la tête et ne put s'empêcher de se demander pourquoi. L'alien l'attrapa par la tête et prépara sa griffe acérée. Lily paniqua, sachant pourquoi il devait endurer tout cela. L'alien transperça la poitrine de Lily, et notre garçon réalisa que tout cela arrivait uniquement parce qu'il était faible. Lily commença à se souvenir de son passé, de ses pauvres parents lui disant de partir, refusant de l'élever après la mort de ses parents, du propriétaire le mettant à la porte pour ne pas avoir d'argent pour le loyer, et de la demande incessante qu'il rembourse sa dette même après la mort de ses parents. Notre garçon était allongé sur le sol devant le propriétaire du groupe qui s'interrogeait sur son intention d'enquêter sur la mort de ses parents et de poursuivre le groupe en justice. Il jeta les lettres au visage de Lily, révélant que toutes les plaintes qu'il avait envoyées partout avaient fini entre ses mains. Il se moqua de lui parce qu'il ne voulait pas de compensation, mais plutôt la vérité, et lui assura qu'il lui donnerait cette vérité. Il révéla que la vérité était que ses parents avaient violé les procédures et causé l'accident. Non seulement il ne le compenserait pas, mais il lui ferait également payer les millions de pertes que ses parents avaient causées au groupe. Lily ne pouvait que serrer le poing. Un des hommes du groupe lui donna un coup de pied au visage, lui faisant comprendre qu'il avait été averti. Il aurait été préférable qu'il ait signé l'accord de compensation et pris ses dizaines de milliers au lieu d'insister pour connaître la vérité. Lily tomba au sol. Maintenant, sa dette était sous la gestion de l'homme, 30 000 d'intérêts mensuels et le principal à payer en 3 ans. Il l'avertit que le 15e de chaque mois, il enverrait quelqu'un collecter. Et s'il n'avait pas l'argent, il ne devrait pas leur reprocher d'être brusque. Voyant à quel point Lily avait l'air pitoyable, il décida de lui montrer un chemin, devenir mineur dimensionnel car c'était le seul travail avec lequel il pourrait parvenir à rembourser sa dette. De retour dans le présent, l'alien transperça la poitrine de Lily, le faisant cracher du sang de sa bouche. Il allait mourir de toute façon, mais décida de ne pas faciliter la tâche à la bête. Lily se fichait d'être faible et n'était pas disposée à accepter la mort. Alors, avec des yeux brillants de détermination, il mordit l'alien au bras. Il retira sa griffe de la poitrine de Lily, faisant s'écraser son corps violemment contre le sol. Le visage de Lily était couvert de sang. L'odeur de cette bête était vraiment dégoûtante. À ce moment, la statue s'activa et un démon fait d'ombre apparut. Avec un sourire, il mentionna qu'il avait pensé qu'il pourrait éclater avec un potentiel caché, mais cela s'avéra n'être qu'une lutte inutile avant la mort. Avec un trou dans sa poitrine et se tordant de douleur, Lily se moqua du démon. Il avait au moins mordu l'alien une fois, mais qu'en est-il de lui? Il n'était rien de plus qu'une statue brisée, fracassée par cette bête comme si de rien n'était. Le démon expliqua clairement qu'il était le seul à pouvoir le sauver maintenant. Il devait juste remettre son corps docilement. Avec un regard plein de rage, Lily refusa. Ça ne l'intéressait pas. Il préférait mourir plutôt que d'être contrôlé, et encore moins par une créature comme lui. Voyant que Lily voulait mourir avec fierté, un sourire se répandit sur le visage du démon. L'alien se prépara à achever Lily, et le démon expliqua clairement que Lily n'avait pas le droit de refuser. À ce moment, une énergie étrange commença à émerger de son corps et le système d'ombre s'activa. Voyant cela, les yeux de l'alien s'écarquillèrent de confusion. Il ne savait pas ce qui se passait. Sans hésiter une seule seconde, il s'agenouilla devant Lily. Le corps de Lily changea et était maintenant entouré d'ombre. Et étant contrôlé par le démon, les yeux du démon commencèrent à briller de rage, réalisant que cet alien avait été celui qui avait écrasé sa statue. Sans hésiter une seconde, le démon utilisa ses pouvoirs, faisant en sorte qu'un pied géant écrase le corps de l'alien. Le démon commença à observer l'alien en silence. Juste à ce moment, un autre monstre apparut et commença à charger vers lui. Le démon se retourna et peu de temps après, un petit démon fait d'ombre apparut sous ses pieds. Il ouvrit la bouche et avala l'alien. Quand un autre alien essaya d'attaquer, le démon lui coupa la tête. Selon lui, cette odeur était vraiment dégoûtante. Le démon commença à marcher vers les travailleurs et décida qu'il était temps de s'occuper du reste de cette racaille. L'ombre émergea du sol, enveloppant les corps des travailleurs. Ils paniquèrent, exigeant de savoir ce que Lily faisait et expliquèrent clairement que s'il osait les toucher, il le dénoncerait. Alors qu'une énergie puissante émergeait du corps du démon, ses yeux commencèrent à briller et un sourire curieux se répandit sur son visage. Il voulait savoir exactement ce que Lily ferait s'il lui rendait son corps. Les travailleurs commencèrent à supplier Lily de ne pas leur faire de mal, expliquant qu'ils essayaient seulement de survivre. Avec la peur sur leur visage, ils mentionnèrent que sans eux, Lily n'aurait même pas su qu'il pouvait devenir un être évolué. Ils admettaient avoir été un peu durs avec lui, mais grâce à cela, il s'était également éveillé. Avec un regard perçant, Lily demanda sarcastiquement s'il devait les remercier maintenant. Avec un sourire, l'un d'eux mentionna qu'il n'était pas nécessaire de les remercier. Il devait simplement faire comme si de rien n'était et les laisser partir. Les yeux de notre garçon commencèrent à briller de malice.
Il a claqué des doigts et avec un sourire, a non seulement décidé de les laisser partir, mais a même décidé de leur donner un coup de main. L'ombre a émergé du corps de notre garçon et a arraché les masques des ouvriers. Ils ont commencé à tousser et à saigner, et peu de temps après, ils ont perdu la vie. Lee s'est retourné et les autres ouvriers ont paniqué, le suppliant de ne pas les tuer car ils n'avaient rien fait. Lee a fait tomber leur batterie et a révélé que maintenant elles étaient à eux, les laissant quelque peu confus. Le démon s'est manifesté à nouveau et a demandé à notre garçon d'épargner sa pitié inutile car cela ne ferait que l'entraîner dans des ennuis. Notre garçon a commencé à s'éloigner et a dit au démon de se taire car il n'avait pas besoin qu'il lui donne des ordres. Le démon voulait voir s'il continuerait à faire le dur à cuire quand il serait sur le point de mourir. Quand Lee est sorti de la grotte, il a vu une horde d'aliens puissants s'approcher. Il était quelque peu confus car il ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant à l'extérieur de la grotte. Avec un sourire, le démon a décidé de donner à Lee deux options, lui remettre le contrôle de son corps ou s'occuper lui-même des ordures. Les aliens se sont jetés sur Lee. Les jambes de notre garçon ont commencé à trembler de peur, et remarquant cela, le démon a clairement indiqué que sans son pouvoir, il n'était rien. Notre garçon s'est rempli d'enthousiasme et a sauté, esquivant l'attaque de l'alien. Il a une fois de plus clairement indiqué qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne des ordres. L'alien a attaqué à nouveau, mais Lee a esquivé l'attaque à nouveau. Alors que notre garçon était en l'air, l'alien a profité de l'occasion et a lancé un puissant coup de poing. Mais heureusement, Lee a réagi à temps et a bloqué l'attaque à la dernière seconde. Alors qu'il était distrait, un autre alien est apparu derrière lui, prêt à attaquer. Les yeux de notre garçon se sont remplis de peur. Il a réagi à temps et a esquivé l'attaque, se sauvant de justesse. Il a été quelque peu surpris car même sa réaction et sa vitesse s'étaient beaucoup améliorées. La bête s'est jetée sur l'Y. Notre garçon s'est concentré et a décidé d'utiliser le pouvoir du système d'ombre. Le démon s'est moqué de lui demandant si c'était tout le pouvoir qu'il avait même après s'être lié au système d'ombre. Lee a serré son poing fermement et a donné un puissant coup de poing à l'alien, faisant jaillir son corps. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Il ne savait pas pourquoi son pouvoir avait autant augmenté. Malgré avoir reçu l'attaque, l'alien était toujours en vie. Notre garçon a réalisé qu'attaquer uniquement avec son corps n'allait pas leur faire assez de dégâts. Il souhaitait avoir une arme dans ses mains, l'ombre s'est manifestée dans sa main, et une dague faite d'ombre est apparue, le laissant sous le choc. L'alien s'est levé et a commencé à charger sur lui. Notre garçon a décidé de vérifier si la dague lui allait bien dans la main. Lee s'est déplacé rapidement, coupant l'alien en deux. Les yeux de Lee se sont remplis de joie. Maintenant, il pouvait aussi tuer des aliens. Deux aliens se sont jetés sur lui. Lee n'arrivait toujours pas à croire qu'il était devenu un avancé. Un des aliens a attaqué Lee par derrière. Il s'est retourné et lui a coupé la tête, puis il a commencé à charger vers les autres aliens. Il avait enfin le pouvoir de contre-attaquer. Lee a continué à se battre contre les aliens. Il était épuisé et son visage était plein de sang. Son effort avait porté ses fruits puisqu'il avait tué tous les aliens. Une notification est apparue annonçant que son avancement avait été couronné de succès. Il était un avancé de rang E. Quelques heures plus tard, Lee était à l'hôpital. L'infirmière était confuse car elle a remarqué qu'il n'avait aucune blessure ni maladie. Tout dans son corps était normal, ce qui rendait inexplicable qu'il ne se soit toujours pas réveillé. Le médecin qui examinait notre garçon a expliqué que les avancées étaient comme ça. Ils devenaient sévèrement épuisés parce que leur corps avait besoin de s'adapter au nouveau niveau. Les yeux de l'infirmière ont commencé à briller d'amour et de surprise. Elle voulait savoir quel niveau avait notre garçon. Remarquant son excitation, le médecin a suggéré d'attendre qu'il se réveille avant de parler de son niveau. Il a décidé d'aller dans la pièce suivante. L'infirmière ne voulait pas partir. Elle voulait rester et l'observer un peu plus longtemps car elle le trouvait très beau. L'ombre a commencé à émerger du corps de Lee, puis le démon est apparu. Il se sentait frustré de devoir habiter un humain, une race qu'il considérait comme de bas niveau, et qui en plus était de classe E. Avec son statut et sa force, son hôte aurait dû être au moins de classe SOA, ou dans le pire des cas de classe B, mais au lieu de cela, il était piégé dans cette enveloppe. Malgré cela, il semblait intéressant qu'un simple classe puisse activer le pouvoir du système d'ombre et changer de forme dès le premier essai. C'était dommage car un corps comme celui-ci ne pouvait pas supporter même un 10 millième de son autorité. Voyant que le démon était réapparu, Lee se sentait quelque peu confus. Il voulait savoir ce que c'était exactement et pourquoi il s'accrochait à lui. Les yeux du démon ont commencé à briller alors qu'il révélait qu'il était l'ancien suprême anthropique du clan anthropique, le souverain de toutes les dimensions et prison des autres mondes. Il a ordonné à Lee de lui offrir son corps, lui assurant qu'il serait bien récompensé une fois qu'il aurait repris son trône à ceux qui l'avaient trahi. Lee a commencé à observer le démon de près. Il ne croyait pas un seul mot de cela. Pour lui, les titres d'ancien suprême et de clan anthropique étaient des absurdités complètes dont il n'avait jamais entendu parler. Il a comparé la créature à un cafard et a décidé de ne pas abandonner son corps à quelque chose d'aussi sombre et laid. Le souverain s'est senti furieux en voyant qu'un humain se moquait de lui et a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de dire plus de mots. La seule valeur de l'existence de Lee était simplement d'offrir son corps. Notre garçon a commencé à réfléchir.
Il se demandait si le souverain était obsédé par lui à cause de son attrait physique et s'il s'agissait d'une possession par un esprit maléfique. La créature semblait avoir de sérieux problèmes, alors il a décidé qu'il valait mieux ne pas le provoquer pour le moment. L'idée que le souverain puisse essayer de le forcer le répugnait. Son visage était insupportable, et le fait que son sexe soit incertain rendait les choses pires. Il a hésité entre mourir pour prouver sa volonté et le faire abandonner ou essayer de raisonner avec lui pour qu'il comprenne que cela n'arriverait jamais. Cependant, il craignait que l'enragé ne les conduise tous les deux à un point de non-retour, les entraînant dans la ruine et périssant ensemble. Piégé entre ces terribles possibilités, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Les pensées de Lee fait perdre patience au souverain. Il est devenu furieux et a attrapé notre garçon par le col. Il était en colère car il avait détruit ses propres yeux juste pour se retrouver avec cette ordure humaine de classe E. Si la situation n'avait pas été aussi désespérée à l'époque, il aurait choisi un vieux chien plutôt qu'une ordure de classe E. Une porte est apparue, et le souverain a jeté Lee à l'intérieur, indiquant clairement que s'il n'atteignait pas la classe D dans 3 jours, il l'effacerait complètement. Lee est tombé au sol et ses yeux se sont écarquillés de confusion. Il se souvenait d'être à l'hôpital et ne savait pas ce qu'était cet endroit. Le souverain a croisé les bras et a révélé qu'ils étaient à l'intérieur de la porte de la prison d'un autre monde, l'épreuve de classe de son clan, le nid d'insectes. Il a précisé que chaque membre de la race Shintian ne pouvait participer qu'une seule fois après avoir atteint l'âge adulte. Devant notre garçon se trouvait une bête féroce aux yeux brillants. Lee s'est levé et a supposé qu'en l'ayant possédé, le souverain avait rafraîchi la tentative d'épreuve. La créature a commencé à fixer Lee. C'était un scarabée à carapace de bouclier. Lee était confus car il ne comprenait pas pourquoi il reconnaissait cette espèce. Le souverain a clairement indiqué que le système d'ombre qu'il lui avait donné l'irait directement à partir de sa banque de connaissances, et Lee devait s'y habituer. Lee a serré son poing fermement et a fait apparaître sa dague d'ombre. Le scarabée à carapace de bouclier a attaqué, mais en utilisant la dague, Lee a commencé à bloquer les attaques, réalisant qu'il était très rapide. Avec un regard furieux, il a commencé à rugir. Le scarabée a attaqué à nouveau. Lee a sauté et a esquivé l'attaque et a remarqué que l'angle mort de la bête était juste derrière. En sautant, Lee a attaqué la carapace du scarabée. Ces attaques n'avaient pas beaucoup d'effet, et quand il a atterri, la bête a attaqué férocement. Heureusement, Lee a réagi à temps et a bloqué l'attaque. En plantant le poignard dans le sol, Lee a arrêté son corps en mouvement. Lee a remarqué que la carapace de la bête était très dure. Le souverain s'est moqué de lui demandant si la force brute était sa seule tactique. Notre garçon s'est jeté sur la bête, indiquant clairement que sa façon de se battre ne le concernait pas. Lee a commencé à attaquer le scarabée, mais il a bloqué toutes ses attaques, ce qui a amené Lee à se demander si cette bête avait même un point faible. Les yeux de la bête ont commencé à briller de rage. Elle a balancé ses pattes acérées, ce qui a fait voler Lee. Notre garçon s'est écrasé contre le mur, ce qui lui a causé une douleur terrible. Le souverain a exigé qu'il se lève, le traitant de faible de rang E. L'attention de Lee était fixée sur son épaule, et ses yeux s'écarquillèrent de confusion en voyant un liquide vert. Le scarabée avait une blessure à la patte. Il s'est préparé à achever Lee, et notre garçon a réalisé que ce liquide vert était son sang. Ses yeux ont commencé à briller de joie puisqu'il avait trouvé son point faible. Avec des yeux brillants de rage, la bête s'est préparée à attaquer. Une étrange énergie a commencé à émerger de l'œil de Lee. Il s'est rempli de détermination et a décidé de voir qui était le vrai faible. Le souverain était quelque peu confus car il ne savait pas si Lee utilisait l'œil d'ombre. Notre garçon s'est déplacé comme un tonnerre et en un clin d'œil, a coupé une des pattes du scarabée. Le souverain s'est moqué de Lee car il considérait que tous ses efforts pour casser une seule patte étaient inutiles. Lee a commencé à fixer la bête, indiquant clairement que maintenant elle avait une patte de moins pour se défendre. Il a piétiné le sol avec force, sachant que maintenant frapper son point faible allait être beaucoup plus facile. Maintenant que le scarabée était blessé, il a commencé à reculer. Lee savait qu'il avait besoin d'une arme plus efficace car le poignard n'allait pas être très utile maintenant. Il s'est concentré et a commencé à manipuler l'ombre, la transformant en une lance puissante. Lee a frappé le scarabée sous l'abdomen, ce qui a fait lancer son corps dans les airs. Lee a commencé à observer attentivement, réalisant que la raison pour laquelle le scarabée restait immobile était que son point faible était dans l'abdomen. Maintenant que le scarabée était sans défense, Lee a enfoncé la lance dans son abdomen, faisant exploser son corps en morceaux. Une pierre d'énergie bleue est tombée au sol. Lee haletait lourdement et ne pouvait pas croire qu'il avait gagné. Le souverain s'est moqué de lui pour avoir halté si fort après avoir tué un simple insecte de rang E. Lee a attrapé la pierre, et son esprit s'est rempli de confusion. Il ne savait pas ce que c'était, mais il a senti une vague de puissance entrer dans son corps. Sa progression pour la percée du rang D a augmenté de 0,2%. Le souverain a révélé qu'il s'agissait d'une pierre d'énergie, un objet qui avait la possibilité d'augmenter son niveau de capacité. À ce moment-là, Lee est devenu alerte, mais quand il s'est retourné, il n'a rien vu. Il était confus car il savait que quelque chose approchait, bien qu'il soit incapable de le voir. Avec un sourire, le souverain a suggéré qu'il utilise l'œil d'ombre pour jeter un coup d'œil.
Li s'est retourné et avec un regard confus a demandé quel genre de compétence c'était. Le souverain a expliqué qu'il avait seulement besoin de concentrer l'énergie d'ombre dans ses yeux pour activer la capacité de l'œil d'ombre. Li a décidé de se conformer et a commencé à concentrer son énergie d'ombre dans ses yeux. Un des yeux de Li a commencé à briller, activant avec succès l'œil d'ombre de niveau 1. Une autre bête est apparue et a lancé plusieurs pointes vers Li. Grâce à l'œil d'ombre, Li a pu prévoir l'attaque et en sautant, l'a évité. Mais dans le processus, cela a déchiré une partie de ses vêtements. La pointe a frappé le mur et du poison a commencé à émerger de la zone d'impact. La bête a continué à lancer des pointes. Li était quelque peu confus car il ne comprenait pas ce que ces choses se déplaçant si vite étaient. Les pointes ont commencé à approcher Li par derrière à grande vitesse. Heureusement, Li était flexible et a pu éviter d'être touché. Il était quelque peu confus car il ne savait pas si la compétence de l'œil d'ombre du souverain était inutile et a demandé pourquoi il ne pouvait pas voir clairement. Le souverain a clairement indiqué que la compétence n'était pas inutile, mais plutôt que la force de Li était trop faible. En entendant cela, Li s'est senti furieux et a décidé de rassembler plus d'énergie dans son œil. Le souverain était quelque peu surpris car il semblait de plus en plus intéressant qu'un simple rang E puisse contrôler l'énergie d'ombre avec une telle compétence. Li a pu voir la bête qu'il attaquait, un insecte faucheur de chêne connu sous le nom de faucheur de tête. L'information le décrivait comme un tireur de dards, un expert dans le lancement d'épines venimeuses de loin. Petit à petit, il s'adaptait à la banque de connaissances. Li serra les dents et ses yeux se remplirent de peur. En un clin d'œil, des dizaines de bêtes sont apparues. Notre garçon a paniqué, réalisant qu'il y en avait trop. Les bêtes ont commencé à rugir et peu de temps après ont commencé à charger vers Li. Notre garçon a adopté une posture défensive, et le souverain l'a félicité pour avoir su trouver une position pour éviter d'être attaqué de tous les côtés. Il s'est concentré et a invoqué 2 poignards d'ombre, puis a fait une vague d'énergie repousser les bêtes qui étaient à proximité. Une énergie puissante a commencé à émerger du corps de Li. Le souverain était quelque peu surpris car Li avait déjà réveillé la deuxième étape de l'œil d'ombre avec une grande vitesse. Qu'un simple rang ait réalisé cela était une agréable surprise. Alors que les yeux de Li brillaient de rage, il a commencé à fixer silencieusement les autres bêtes. Notre garçon a commencé à esquiver les attaques féroces de la bête sans trop de difficulté, remarquant que les mouvements des insectoïdes avaient ralenti d'au moins de moitié. Le système a commencé à mettre en évidence plusieurs endroits sur la bête. Cette couleur violette était la faiblesse des insectoïdes. Le système avait enregistré le point faible de ce projecteur à pointe. Le souverain a mentionné que c'était l'avantage apporté par l'œil d'ombre en atteignant l'étape 2. Une fois le point faible identifié, les attaques pouvaient briser les défenses. L'œil de Li a commencé à briller de détermination en découvrant qu'ils avaient tous leurs points faibles en dessous. Notre garçon a utilisé la compétence épine d'ombre, grand enterrement. Cette technique lui a permis d'empaler l'ombre dans le sol et de la projeter vers le haut, causant des dégâts de zone. Plusieurs pointes faites d'ombre ont émergé du sol, perçant les insectoïdes. Les monstres ont laissé tomber des pierres d'énergie, et la barre de progression pour la percée du rang D est passée de 1,3% à 2,7%. Li n'a pas baissé sa garde, et il n'a pas tardé à réaliser que chaque pierre d'énergie ne fournissait qu'une progression de 0,7% pour la percée. Plusieurs autres projecteurs à pointe sont apparus et ont commencé à fixer Li. Maintenant qu'il avait découvert leurs points faibles, il a décidé de les éliminer tous en même temps. Li s'est déplacé comme un tonnerre, attaquant les points faibles de la bête. Sa barre de progression pour la percée du rang D a augmenté de 3,1% à 5,3%. Il était quelque peu surpris car il ne s'attendait pas à ce que juste l'œil d'ombre de niveau 2 puisse augmenter autant sa précision d'attaque. Alors qu'il était distrait, un insectoïde a essayé de lancer une attaque surprise à grande vitesse. Heureusement, Li s'est baissé et a évité l'attaque de justesse. Le souverain n'a pas pu s'empêcher de louer sa réaction rapide, bien qu'il ait regretté que son cerveau n'ait pas été à la hauteur. Li a commencé à observer attentivement et a clairement vu qu'il s'agissait d'un ver sabre de chêne. Notre garçon a transformé son poignard d'ombre en fouet. Juste avant qu'il ne puisse s'échapper en sautant, Li a utilisé le fouet et a attrapé le ver sabre de chêne. Maintenant qu'il ne pouvait pas s'échapper, sans perdre une seconde, Li a tué la bête en utilisant l'autre poignard d'ombre, et le système a enregistré le point faible du ver sabre de chêne. Les insectes faucheurs de chêne ont lancé leurs dards acérés vers Li. Notre garçon s'est concentré et en utilisant son pouvoir, a transformé ses poignards d'ombre en poignards à chêne, a esquivé les dards, et a coupé les arrières des bêtes. Sa progression de la percée du rang D avait déjà atteint 12,1%. Li a transformé ses poignards à chêne en fouet, qui se sont enroulés autour des bêtes à proximité et ont fait s'écraser leur corps avec force contre le sol. Le souverain était heureux de remarquer que Li commençait enfin à être digne de lui, même si sa posture était un peu laide. Sa progression de la percée du rang D a atteint 34,2%. Li a obtenu le don de l'œil d'ombre, un don qui a grandement amélioré ses sens, ses réactions, sa force et son contrôle sur l'ombre. À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit, et les yeux de Li se sont écarquillés de peur. Le souverain a révélé qu'en même temps, le don de l'œil d'ombre consommait une immense puissance mentale.
C'était le prix qu'il exigeait en retour. Un rang E restait un rang E, et il avait déjà atteint sa limite. La vision de notre garçon a commencé à se brouiller juste au moment où il avait enfin obtenu ce pouvoir. Une des bêtes attaqua Lee dans le dos, causant une profonde coupure. Les yeux de Lee commencèrent à briller de détermination. Il ne voulait pas tomber ici. Il lui restait 15h28 pour terminer cette épreuve. Lee commença à imaginer les salauds du groupe NG. Il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient osé cacher la vérité sur la mort de ses parents et l'avaient hontément forcé à travailler dans les mines pour rembourser une dette. Consumé par la haine, Lee commença à massacrer les bêtes qui se dressaient sur son chemin. Tout cela lui était arrivé juste parce qu'il était une personne ordinaire, mais maintenant qu'il avait le pouvoir de tout changer, il n'abandonnerait pas. Il obtiendrait sa vengeance. Sa barre de progression de percée est passée de 58,7% à 94,8%. Il lui restait maintenant 1h27. Lee avait massacré des centaines de bêtes et était assis sur une montagne de cadavres. Il était prêt à traîner chacun de ces bâtards arrogants en enfer et à les forcer à s'agenouiller devant les tombes de ses parents pour se repentir. Sa barre de progression de percée avait atteint 95,4%, et il lui restait maintenant 2 minutes et 15 secondes. Le souverain fut quelque peu surpris de constater que la haine humaine était étonnamment compatible avec le système d'ombre, et qu'elle nourrissait même l'énergie d'ombre. Il mentionna que le temps promis approchait et lui demanda de se dépêcher. Sa barre de progression de percée avait atteint 97,8%, et il lui restait maintenant 7 secondes. Lee saisit ses poignards, et le souverain remarqua qu'il prévoyait vraiment de libérer toute son énergie d'ombre d'un coup, lui demandant s'il n'avait pas peur d'exploser. Lee se remplit de détermination. Il savait qu'il n'avait besoin que d'un peu plus pour atteindre la percée, et s'il pouvait devenir plus fort, il était prêt à tout risquer. Avec une seconde restante, Lee se jeta sur la horde de bêtes. Lee commença à descendre sur la horde de bêtes et libéra toute sa puissance, créant une puissante explosion, qui massacra toutes les bêtes. Sa barre de progression de percée atteignit finalement 100%, et il fut promu au niveau D. Alors que les pierres d'énergie flottaient autour de Lee, il essuya la sueur de son visage. Le souverain, remarquant qu'il y était à peine arrivé, considéra que maintenant il pouvait l'appeler Petit D. L'attention de Lee était fixée sur une épée qui était posée sur le sol. Le souverain expliqua que ce nid d'insectes était autrefois le terrain d'essai pour les débutants de son peuple et que ce poignard utilisant le système de classification humaine était de niveau A. Lee saisit le poignard, ne sachant pas pourquoi il l'appelait ainsi, puisque pour lui, c'était une grande épée, et il se demanda si le peuple du souverain était constitué de géants. Le souverain précisa qu'en comparaison avec sa puissance d'ombre, ses armes n'étaient rien. Utilisant la puissance de l'ombre, Lee stocka les armes dans un portail du système. Parmi elles se trouvait le poignard du loup croc, le poignard imprudent et le poignard en or noir. Le souverain devint quelque peu curieux. Il ne savait pas si Lee pouvait l'utiliser d'une autre manière. Lee commença à marcher vers le portail, révélant qu'il avait l'intention de les vendre. Lee commença à afficher un sourire, sachant que seules les personnes avancées de niveau D pouvaient vendre de l'équipement, donc son premier arrêt serait la salle d'inscription. Une fois que notre garçon arriva à la salle d'inscription, la femme révéla que bien que ses statistiques corporelles soient bonnes, il n'y avait aucune fluctuation d'énergie détectable. Et à cause de cela, il a été classé comme niveau E. Lee était pris de panique et transpirait car les registres indiquaient qu'il était déjà enregistré comme mineur, et passer au niveau E signifiait une augmentation de salaire de 15%. Lee quitta la salle d'inscription en pensant que le système d'ombre était inégalé. Le souverain précisa que c'était parce que les humains ne pouvaient pas détecter l'énergie d'ombre. Notre garçon réalisa que ne pas être détecté pouvait être une bonne chose, mais cela rendrait la vente d'équipements un peu plus difficile. Quelques heures plus tard, cagoulé et avec l'épée derrière son dos, Lee arriva au marché noir, l'endroit où toutes les transactions louches se produisaient. Pour le souverain, le noir semblait parfait pour le système d'ombre. L'attention de tous était fixée sur notre garçon, réalisant qu'il portait le tissu du conduit d'aération de la mine et dégageait même une odeur de poussière minérale. C'était étrange pour eux de voir un mineur dans cet endroit. Lee commença à observer les armes qui étaient à vendre dans l'endroit. Selon le souverain, les humains étaient ridicules de coller des gemmes sur un morceau de métal et de l'appeler une arme divine. Le propriétaire du marché noir s'approcha de notre garçon et lui demanda de partir, se demandant pourquoi un mineur s'introduisait dans sa boutique et l'avertissant que s'il salissait la marchandise, il ne pourrait pas la payer. Lee demanda si c'était ainsi qu'il traitait les clients. Le propriétaire se couvrit le nez. Il se demanda comment Lee pouvait être un client avec une apparence aussi pauvre et déguenillée et était sûr qu'il n'y avait rien dans le magasin qu'il puisse se permettre. Notre garçon déballa l'épée et précisa qu'il n'aimait pas la marchandise du magasin. Il était là pour qu'un évaluateur voie combien valait son épée. L'attention du propriétaire était fixée sur un homme et une femme. La femme nommée Suking, une civile, demanda à Zuoyo, un avancé de niveau D, pourquoi il l'avait emmené dans un endroit aussi malodorant que celui-ci. En reconnaissant Zuo, le propriétaire s'approcha et, avec un sourire, salua le jeune maître Zhu, lui demandant s'il avait quelque chose de bien à vendre ce jour-là. Joe commença à montrer une épée.
Il l'avait obtenue ce jour-là à la porte d'Autre Monde et prévoyait de la vendre pour acheter une nouvelle voiture à sa petite amie. Les yeux du propriétaire s'écarquillèrent de surprise en réalisant que c'était l'épée hurlante du vent. Cette arme augmentait la puissance d'attaque en elle-même, ce qui en faisait un objet très convoité pour ceux de niveau D. Lily reconnut Suking, la faisant se sentir quelque peu surprise. Elle se souvenait de l'époque où il essayait de gagner son cœur en lui offrant des fleurs pour qu'elle les piétine. À l'époque, elle lui avait jeté au visage que ses parents étaient morts et avait demandé ce qu'il avait fait des millions de la compensation. Elle l'avait traité de pauvre type sans le sou qui avait tout perdu et était maintenant endetté, exigeant qu'il cesse de la chercher et de lui faire perdre son temps. Zuo ne savait pas si elle connaissait Lily. Suking, affichant un sourire forcé, nia le connaître, se demandant pourquoi elle saurait quoi que ce soit sur un mineur de bas niveau. Elle suggéra rapidement que peut-être qu'il était un fan, déclarant qu'étant une célébrité en ligne, il était normal que les gens la reconnaissent. Avec une expression arrogante, Zuo commença à marcher vers Lily. Il demanda s'il venait de l'appeler Suking et exprima son étonnement de voir comment les normes de l'endroit déclinaient en autorisant des déchets comme lui à entrer, se demandant s'il ne s'inquiétait pas que cela abaisse la classe de l'établissement. Il imprégna son pouvoir dans l'épée et ordonna à Lily de se perdre, lui disant de se dépêcher et d'emmener ses déchets au collecteur de ferraille au bout de la rue. Zuo attaqua l'épée de Lily, mais ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque sa propre épée se brisa en morceaux, le laissant sous le choc. Avec un sourire, Lily précisa que l'épée de Zuo était la vraie poubelle. Zuo ne put s'empêcher de serrer les dents fermement. Su était quelque peu confuse, se demandant comment cela avait pu arriver. Zuo lui avait assuré que l'épée pouvait couper le fer et qu'elle valait beaucoup. Zu maudit Lily à voix basse. Aveuglé par la colère et l'humiliation, il se prépara à attaquer, lui demandant s'il cherchait la mort. Zu imprégna son pouvoir dans son poing et attaqua, mais Lily esquiva l'attaque sans grand effort, remarquant qu'elle était très lente. Zu ne put s'empêcher de le féliciter car ses mouvements n'étaient pas mauvais du tout. Il se concentra et imprégna son pouvoir dans sa jambe, puis commença à attaquer avec une rafale de coups de pied. Mais encore une fois, Lily commença à esquiver sans problème. Pour lui, cette attaque était beaucoup plus lente que l'épreuve du nid d'insectes. Avec une expression furieuse, Zuo serra les dents fermement. Il ne savait pas ce qui se passait et se souvenait que Lily n'était qu'un mineur qui n'était même pas de niveau E. Lorsque Zuo essaya de frapper, Lily se déplaça sur le côté en évitant l'attaque. Zuo était sous le choc car il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas le frapper malgré son niveau D. Lily commença à libérer sa puissance d'ombre et créa un fouet qui s'enroula autour du poignet de Zuo. Zuo n'abandonna pas. Il sauta et se prépara à attaquer à nouveau, criant que les mineurs devaient simplement ramper dans leur trou. Les yeux de Lily commencèrent à briller d'arrogance, et il demanda sarcastiquement si, dans ce cas, les chiens devaient aussi ramper sur le sol. Lily saisit fermement le fouet et tira fort, faisant s'écraser violemment le corps de Zuo contre le sol. Su paniqua. Elle n'arrivait pas à croire que son petit ami avait été vaincu. Alors que les yeux de Lily brillaient de malice, avec un sourire, il commenta que Zuo aspirait vraiment à être un chien. Cela fit éclater Zuo de rage. Sans perdre une seconde, il se releva et commença à charger vers notre garçon. À ce moment-là, un homme a ouvert la porte du magasin et leur a ordonné d'arrêter. Zuo s'est arrêté, et quand il s'est retourné, il a vu son patron, Wang. Cet homme était Wang Defa, un avancé de niveau D, le propriétaire du marché noir. Avec un regard pénétrant, il a mentionné que bien que Zuo soit l'un de ses meilleurs clients, se battre dans son magasin allait trop loin. Su a rapidement commencé à pointer du doigt notre garçon, expliquant que Lily, le mineur, avait brisé l'épée précieuse de Zuo, et à cause de cela, il avait attaqué. Wang n'a pas pu s'empêcher de ressentir du dédain en entendant que Lily était un mineur. Il a commencé à marcher vers Lily et, avec une expression curieuse, a demandé s'il avait vraiment brisé l'arme de Zuo avec l'épée qu'il tenait à la main. Avec un sourire, notre garçon a expliqué que Zuo l'avait attaqué en premier. Donc, si son épée était brisée, ce n'était pas sa faute. Wang s'est tourné vers Zuo en lui demandant si Lily disait la vérité. Zuo a commencé à réfléchir, ne sachant pas quoi dire. Wang est passé devant Zuo et, avec un sourire, a mentionné que l'épée de Lily ne ressemblait pas à un objet ordinaire, puis a demandé s'ils appliqueraient la règle habituelle. Les yeux de Zuo ont commencé à briller de malice et avec un sourire, il a décidé qu'il prendrait l'argent tandis que Wang garderait les marchandises. Avec un sourire, Wang a mentionné que puisque Zuo lui faisait confiance, il serait le pacificateur. Il a demandé à Lily s'il pouvait jeter un coup d'œil à l'épée. Lily a remis l'épée. Les yeux de Wang s'écarquillèrent de surprise. Il a commencé à examiner l'épée, réalisant qu'elle pesait plus de 50 kg, et pourtant Lily l'avait tenue avec une grande facilité. Cela lui fit se demander s'il était un génie et décida de le tester un peu plus loin. Il est devenu curieux car il ne savait pas où un mineur comme lui avait obtenu cette arme. Avec un regard serein, Lily a demandé depuis quand le marché noir avait besoin de vérifier le propriétaire et la source des marchandises. Wang a précisé qu'il ne posait la question que par curiosité, et qu'il n'y avait pas de problème s'il ne voulait pas le dire. Lily réalisa rapidement que ce type le testait. Lily a inventé un mensonge, disant que ce n'était pas un grand secret. Il avait trouvé l'épée en minant.
Les yeux de Wang ont commencé à briller. Il n'avait plus aucun doute que Li Yi était vraiment un mineur de bas niveau. Wang a commencé à examiner l'épée attentivement, mentionnant qu'elle était assez robuste mais manquait de propriétés supplémentaires, valant au plus quelques centaines de dollars. En revanche, l'épée de Zhu, si elle ne s'était pas brisée, aurait eu une valeur de plus de 2 millions. Avec un sourire, il a révélé ses pensées. Il a proposé d'acheter son épée poubelle puisque la vie de mineur n'était pas facile. En échange, Li Yi n'avait qu'à payer 2 millions à Zhou, et il s'occuperait de couvrir le reste. Un sourire arrogant s'est étalé sur son visage en disant qu'il prendrait cela comme une bonne action et a demandé à Zhu ce qu'il en pensait. Zhu n'a pas refusé puisque le patron Wang intervenait. Zhu était quelque peu inquiète car elle savait qu'il était impossible pour un mineur d'obtenir 2 millions. Cela mettait en danger la voiture que Zhu avait promis de lui acheter. Zhuo l'a attrapé par la joue et lui a demandé de ne pas s'inquiéter car il pouvait vendre ses organes. Cela devrait suffire à obtenir les 2 millions. Les hommes de Wang se sont préparés à donner une raclée à notre garçon, et il s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment tout prévu. Wang a demandé si Li Yi avait un problème avec ça, lui demandant de profiter de son moment. Les yeux de Li Yi ont commencé à briller, et alors que son corps libérait l'aura du souverain, il a clairement fait comprendre que ce n'était pas lui qui devait s'inquiéter. Sur l'ordre de Wang Dafa de le paralyser, ces hommes ont chargé Li Yi. Wang Dafa, cependant, était indifférent. Il a dit à Su Qing et Zhu que le combat était inutile et leur a suggéré d'attendre dans le salon de thé, ce que Zhu a accepté. Mais alors qu'ils se tournaient, un homme de main a été envoyé voler derrière eux. L'homme s'est écrasé contre le mur, laissant Zhu et Su Qing sous le choc. Voyant cela, le calme de Wang Defa a disparu. Il a crié pour qu'un homme nommé Abiao fasse attention, avertissant de ne pas casser la marchandise car il ne pouvait pas la payer. Li Yi a facilement esquivé une attaque et a frappé un autre homme de main au visage. Voyant ces hommes se faire vaincre, Zhuo est devenu furieux. Il a attrapé un des hommes tombés par les cheveux et a regardé Li Yi avec fureur. Zhuo a ensuite lancé sa propre attaque, notant avec un coup de pied que l'exploitation minière semblait avoir renforcé la force de Li Yi. Pendant qu'il se battait, des vrilles d'ombre sombre ont jailli du sol, attrapant Su Qing et les hommes de main. Su a crié de terreur. Avec les autres retenus, Li Yi s'est tourné vers Zhu. Ses yeux brillaient en bleu alors qu'il disait à Zhu que c'était maintenant son tour. Su Jing regardait avec incrédulité, se demandant comment ce mineur était soudainement devenu si bon au combat. Zhuo, cependant, a souri. Il a admis que les mouvements de Li Yi étaient assez bons pour les inconnus, mais pas impressionnants. Il a ensuite déclaré que devant un avancé de rang des comme lui, Li Yi était toujours une ordure. Sur ce, il s'est entouré d'énergie rouge et a donné un puissant coup de pied à Li Yi. Au choc de Zhuo, Li Yi a calmement attrapé le coup de pied énergisé d'une main, qui était maintenant couverte d'un pouvoir d'ombre sombre. Avant que Zhuo ne puisse réagir, Li lui a donné une gifle violente au visage, le faisant voler sous le choc et cracher du sang. Atterrissant sur ses pieds, Zhuo était rempli de rage. Son corps s'est enflammé d'énergie rouge alors qu'il criait que même son père ne l'avait jamais frappé et se demandait comment Li Yi osait le gifler. Jurant de le tuer, Zhuo a libéré une énorme décharge d'énergie rouge de sa main vers Li Yi. En réponse, Li Yi a levé sa propre main, brillant d'énergie d'ombre violette pour contrer l'attaque. Les deux pouvoirs sont entrés en collision dans une énorme explosion qui a rempli la pièce de fumée. Lorsque la fumée s'est dissipée, Zhuo se tenait haletant d'incrédulité. Li Yi était indemne avec l'énergie rouge crépitant autour de lui, mais incapable de le toucher. Zhuo ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, disant qu'il avait l'impression d'avoir frappé un mur invisible. Alors que Li Yi marchait vers eux, il a dit à Zhuo que puisque son père n'avait jamais osé le discipliner, il allait donner une leçon à ce morveux ingrat. Un Zhuo terrifié l'a averti de rester en arrière, tandis que Su Qing, également effrayé, se demandait comment son petit ami de rang des pouvait perdre face à un simple mineur. Soudain, des vrilles d'ombre ont jailli de Li Yi, formant une toile d'araignée qui a enveloppé et piégé Zhuo et Su Qing. Su a crié, ne comprenant pas comment la technique de la toile d'araignée métamorphe d'ombre les retenait. Maintenant face à face avec Zhuo, Li a écouté l'homme terrifié insister sur le fait qu'il ne pouvait pas être un mineur, devinant qu'il devait être un puissant avancé de rang C ou même de rang B. Avec un sourire narquois, Li a montré ses mains, maintenant couvertes d'énergie d'ombre, et a déclaré qu'il n'était qu'un mineur de rang E certifié par la guilde. Zhuo ne pouvait que regarder, marmonnant que c'était impossible. Li a levé sa main, qui brillait d'énergie violette, se préparant à frapper le Zhuo impuissant. Dans un plaidoyer désespéré, Zhuo l'a supplié d'attendre, révélant qu'il était dans le gang Black Panther. Il a averti que s'il était blessé, Li Yi se ferait un ennemi du chef du gang, Frère Panther. Avec ses yeux brillants, Li Yi a demandé si Zhuo voulait dire le gang Black Panther qui pratiquait le pré-usuraire. Pensant que la menace avait fonctionné, Zhuo l'a fièrement confirmé. Cependant, sa fierté a été de courte durée car Li Yi l'a frappé au visage. Su Qing a crié tandis que Zhuo a appelé Frère Panther. Sans s'arrêter, Li Yi a enchaîné avec un coup de pied qui a envoyé Zhuo et Su Qing, retenus, voler. La force a laissé Zhuo cracher du sang. Regardant l'homme vaincu, Li Yi a déclaré avec une froide fureur que la chose qu'il détestait le plus était les ordures usuraires. À ce moment-là, Wang Defa,
le propriétaire du magasin, est finalement intervenu. Rempli de rage, il a dégainé sa grande épée et a chargé Lii, criant qu'il devait mourir. Mais Lii, entouré d'énergie d'ombre violette, s'est facilement écarté. Il a dit à Wang Defa de se perdre et l'a frappé, en voyant le propriétaire du magasin voler de douleur. Zhuo, maintenant terrifié, a changé de ton. Il a plaidé que tout était un malentendu et a offert 100 000 yuan pour être ami et abandonner l'affaire. Lii n'était pas impressionné. Il s'est penché sur Zhuo et s'est moqué de lui en lui demandant si son visage ne valait que 2000 yuan par gifle. Dans la terreur, Zhuo a crié des offres de 500 000 puis d'1 million de yuan, suppliant Lii d'arrêter de le frapper. Utilisant ses vrilles d'ombre comme des fouets, Lii s'est moqué de Zhuo. Il a demandé sarcastiquement si Zhuo aimait facturer des intérêts élevés, suggérant qu'il joue selon ses règles. Il a expliqué que les 50 gifles n'étaient que les intérêts, et qu'il était maintenant temps pour le principal. Poussé à bout, Zhuo sortit une carte VIP noire en criant qu'elle valait 5 millions et que c'était tout ce qu'il avait. Lii prit la carte, et ses yeux se plissèrent. Il reconnut la carte VIP du groupe NG et réalisa que c'étaient les collecteurs de dettes qu'il avait forcés à travailler dans les mines. À ce moment, un plan se forma. Il laisserait partir Zhuo et l'utiliserait pour attirer le véritable cerveau. En empochant la carte, Lii se remémora comment le gang Black Panther lui avait extorqué des millions. Il considéra l'argent comme revenant à son propriétaire légitime. Sa décision prise, les vrilles d'ombre se retirèrent. Alors que Suking aidait Zhuo, malmené, à se relever, elle exigea de savoir pourquoi il avait traité Lii de simple gamin. Zhuo rétorqua en demandant comment il était censé savoir que Lii deviendrait si puissant. Bouillant de colère, Zhuo repoussa violemment Su en criant que si elle n'avait pas mal identifié Lii, il n'aurait pas été pris en embuscade. Zhuo King cria en tombant. Rongé par la rage, les yeux rouges brillants, Zhuo sortit son téléphone. Il jura que son argent ne serait pas pris si facilement et jura de se venger. La scène se déplace vers une rue sombre où un homme redoutable, Broder Panther, se tient au-dessus de corps vaincus. Son téléphone sonna. À l'autre bout du fil, un Zhuo désespéré exagéra sauvagement l'histoire, affirmant que quelqu'un avait volé une épée précieuse destinée à Broder Panther et avait menacé leur gang. Avec une lueur sinistre dans ses yeux rouges, Broder Panther ordonna à Zhuo de lui envoyer les informations de l'homme. Après l'appel, l'un des subordonnés de Broder Panther rapporta qu'ils avaient leur cible et demanda ce qu'il fallait faire des personnes qu'ils venaient de vaincre. Avec un sourire cruel, Broder Panther demanda d'un ton méprisant si ses subordonnés avaient vu des personnes ici. L'homme aux cheveux roux, les yeux également brillants, sourit et manipula des fils d'énergie rouge, acquiesçant qu'il ne voyait personne. D'un simple geste de ses doigts, les fils tranchèrent les victimes, les tuant instantanément. Broder Panther mentionna alors nonchalamment l'appel de ce gamin Joe, remarquant que cela ne lui importait pas que Lii vive ou meure. Plus tard, un Lii encapuchonné se trouvait au hall des tâches des Advanced Ones, regardant le tableau des missions. Un fonctionnaire du hall s'approcha et demanda s'il avait besoin d'aide. Lii baissa sa capuche, expliquant qu'il était un Advanced One de rang E à la recherche d'une tâche appropriée. Son statut de rang E suscita immédiatement la moquerie des autres dans le hall. Deux hommes se moquèrent de lui, le traitant de déchet de rang E et disant que les tâches les plus basses ici étaient de rang D. Ils demandèrent s'il essayait de se faire tuer. Le mépris continua avec une femme aux cheveux roux traitant les rangs E de parasites dégoûtants qui mendiaient auprès des rangs supérieurs. Le fonctionnaire, maintenant moins amical, dit à Lii de partir et d'attendre dehors qu'une équipe le choisisse. Une autre personne ajouta cruellement que les déchets devraient rester avec le tas d'ordures. Alors que Lii s'éloignait, il vérifia son téléphone et constata que les 5 millions de yuan de Zhuo avaient déjà disparu, retirés par les usuriers. Maudit de frustration, il savait que sa priorité absolue était toujours de trouver une tâche. Juste à ce moment-là, une botte à talons entra dans le hall, attirant l'attention de tout le monde. Une vague de pression balaya la pièce, et les mêmes personnes qui s'étaient moquées de Lii étaient maintenant figées de terreur. La pression intense força tout le monde à reculer. La foule reconnut l'aura accablante d'au moins un Advanced One de rang B, une puissance si forte qu'il ne pouvait pas bouger. La source de cette puissance était une femme magnifique avec de longs cheveux blancs, des oreilles de loup et des yeux rouges perçants entourés d'une aura rouge et noire. Alors qu'elle marchait, la foule s'écarta de peur se demandant pourquoi un rang B était ici. Elle s'arrêta près de Lii, son regard passant sur le groupe apeuré. Alors que tout le monde était paralysé par la peur, Lii resta calme. Utilisant son œil de l'ombre, il l'observa attentivement. Il remarqua que malgré son aura puissante, elle ressemblait à une riche jeune fille délicate, et il ne pouvait sentir aucune intention meurtrière venant d'elle. Il la trouva être un mélange intéressant de puissant et de retenu. Un homme avec une femme aux cheveux blancs annonça une tâche minière de rang D à l'abysse de la bête. La foule, toujours effrayée, recula. Leur attention se tourna alors vers Lii qui se tenait complètement impassible face à la présence du rang B. Ils chuchotèrent avec incrédulité, choqués lorsqu'il s'avança avec assurance. Avec un petit sourire narquois, Lii réalisa qu'il était le seul dans le hall capable de prendre le travail. Le regard de la femme aux cheveux blancs se posa sur lui, notant avec intérêt que le mineur n'était pas affecté par sa pression. Le fonctionnaire du hall se précipita, l'identifiant comme Miskin,
et proposa de lui montrer des Advanced Ones de Randé. Miss Qin le coupa, pointa Lyi du doigt et déclara « Je le prendrai », laissant le fonctionnaire sans voix. Le fonctionnaire protesta nerveusement que Lyi était en retard et pas correctement enregistré. Les yeux de Miss Qin commencèrent à briller alors qu'elle se tournait vers lui, déclarant quelles étaient les règles. Le fonctionnaire terrifié ne pouvait qu'acquiescer. Alors que son groupe conduisait Lyi dehors, le fonctionnaire regardait, perplexe. Il n'avait jamais vu Miss Qin choisir personnellement quelqu'un et s'interrogeait sur ce mystérieux mineur. À l'intérieur de l'abysse de la bête, l'équipe de Miss Qin combattait une horde de minotaures aux yeux rouges. L'équipe était bien soutenue par un barde jouant de la flûte, qui notait que leur équipe était bien équilibrée. La bataille faisait rage avec un guerrier puissant bloquant les coups tandis que d'autres tranchaient les bêtes. De l'arrière, Miss Qin et son compagnon supervisaient le combat. Lyi observa la démonstration efficace, notant qu'avec un chef de Randé, tout semblait se dérouler sans heurts. Cependant, malgré la bataille sans faille, Lyi ressentait un sentiment de malaise. Une goutte de sueur coula sur son visage alors que son œil de l'ombre détectait un danger que les autres avaient manqué. Debout sur un rebord, le malaise de Lyi grandit alors qu'il voyait le nombre énorme de minotaures en contrebas. Il savait que c'était bien au-delà d'une mission normale de Randé et ne comprenait pas pourquoi l'équipe semblait inconsciente du danger. Le souverain se matérialisa, expliquant que l'œil de l'ombre de Lyi avait atteint un deuxième niveau, lui donnant des sens bien au-delà de ses coéquipiers. Pourtant, Lyi croyait que la puissante Miss Qin aurait également dû le sentir. Alors que l'équipe s'arrêtait devant une grotte sombre, les soupçons de Lyi s'approfondirent. Il se demanda si Miss Qin avait remarqué le danger mais le cachait. Le barde confirma leur cible. Le filon de cristal de lumière stellaire se trouvait à l'intérieur de la grotte. Miss Qin se tourna alors vers Lyi et lui ordonna, à lui le mineur, de venir avec elle. Lyi suivit, se demandant pourquoi elle entraînerait sciemment un mineur dans une situation aussi dangereuse. Alors qu'il la suivait dans la grotte sombre, Lyi sentit une aura inquiétante s'intensifier à chaque pas. Il se demandait quelles étaient ses motivations. Était-elle insouciante de la vie de son équipe ou juste tellement confiante en sa puissance de Randé qu'elle croyait pouvoir protéger tout le monde? Plus profondément dans la grotte, le sol sous eux se fissura soudainement. Le sol céda, créant un profond gouffre. Lyi et Miss Qin réagirent instantanément, sautant loin de la roche qui s'effondrait. Un coéquipier moins agile n'eut pas autant de chance, criant alors qu'il tombait dans l'obscurité. Lyi et Miss Qin atterrirent en toute sécurité sur un sol solide. Avant qu'ils ne puissent assimiler la perte, les sens de Lyi se mirent en alerte maximale. Une nouvelle menace, plus puissante, était arrivée. Des ombres du gouffre, une silhouette massive émergea. C'était un homme bête minotaure de Randé, bien plus grand et menaçant que les autres. Avec un rugissement féroce, il brandit une hache massive, ses yeux rouges brillant alors qu'il faisait face à Lyi et Miss Qin. Face au puissant minotaure de Randé, Lyi regarda Miss Qin se préparer à se battre. Une aura rouge éclata autour d'elle alors que ses oreilles et ses yeux de loup brillaient, signalant que le Randé était sur le point de faire son mouvement. Cependant, à la surprise de Lyi, elle hésita soudainement. Un regard angoissé traversa son visage et sa confiance disparut. Au lieu d'attaquer, elle se retira, disant à Lyi d'aller se battre pendant qu'elle le couvrait. Lyi était déconcerté, lui rappelant qu'il n'était qu'un mineur. Le visage de Miss Qin devint rouge vif d'embarras. Elle s'effondra à genoux, laissa tomber son épée et cria désespérément à Lyi de se battre. Lyi rétorqua, demandant pourquoi un Randé s'attendait à ce qu'un mineur de rang gère la situation pour le salaire d'un mineur. Les larmes aux yeux, Miss Qin cria qu'elle lui donnerait 1 million pour s'occuper des bêtes. Entendant l'offre, Lyi se tint au-dessus de Miss Qin agenouillée et déclara que pour l'argent, il le ferait. Avec un sourire narquois, ses yeux brillèrent en violet alors qu'il invoquait son poignard d'ombre, remarquant qu'il devrait se forcer. Avec un sourire confiant, Lyi manifesta ses dagues d'ombre, qui tourbillonnaient avec une énergie violette tandis que Mademoiselle Qin regardait depuis le sol. Il se tourna ensuite vers les 3 minotaures massifs, les invitant froidement à attaquer. Alors que les bêtes chargeaient, Lyi se déplaça à la vitesse de l'éclair, se faufilant facilement entre elles. Cependant, tandis que Lyi était occupé avec 2 des minotaures, le 3e s'échappa et chargea sur la vulnérable Mademoiselle Qin. Voyant la bête sur le point de l'écraser, elle cria. Juste au moment où les griffes du minotaure étaient sur le point de frapper, elle déclencha un puissant vortex d'énergie rouge qui vaporisa instantanément la créature. Lyi, ayant réglé le problème de ses adversaires, fut témoin de son attaque dévastatrice. Il essuya la sueur de son front, admettant à lui-même qu'elle avait des mouvements puissants et qu'il l'avait mal jugée. Sa pensée fut interrompue lorsque le puissant homme bête de Randé sauta haut dans les airs, abattant sa hache dans une frappe mortelle visant Mademoiselle Qin. Juste au moment où la hache était sur le point d'écraser Mademoiselle Qin, Lyi intervint. Il invoqua son énorme épée d'un portail d'ombre tourbillonnant. En un éclair, il se déplaça entre Mademoiselle Qin et la bête, déviant l'attaque. Debout au-dessus de Mademoiselle Qin en sécurité, les yeux brillants, il sourit et demanda sarcastiquement si elle avait juste un visage qui attirait la haine. À son grand étonnement, au lieu de se lever, Mademoiselle Qin paniqua. Elle laissa échapper un cri insensé et s'enfuit en courant, criant que les bêtes étaient maintenant son problème. Avec un soupir,
Lily remarqua à quel point elle était désespérée avant de tuer les minotaures restants avec une seule entaille puissante. Pendant ce temps, Mademoiselle Kin courait aveuglément dans les grottes jusqu'à ce qu'elle soit essoufflée. Elle s'arrêta contre un mur de roche pour récupérer, pensant qu'elle était enfin en sécurité. Cependant, l'ombre de l'homme-bête minotaure tomba sur elle. Elle l'avait suivi. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, qui fit bientôt place à la confusion. Elle fixa la bête et demanda « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ?» L'homme-bête minotaure balança sa massue massive, prêt à écraser la pétrifiée Mademoiselle Kin. À une distance sûre, Lily regarda, trouvant cela étrange. Il savait qu'elle pouvait se défendre et ne comprenait pas sa peur. Juste au moment où l'arme était sur le point de frapper, Mademoiselle Kin cria et un bracelet à son poignet brilla d'une intense énergie rouge. Une puissante onde de choc jaillit d'elle, repoussant le minotaure vers l'arrière. Lee remarqua alors que le bracelet brillant s'était brisé. Cela confirma sa suspicion. C'était un charme de protection et la puissante défense ne venait pas de ses propres capacités. Il s'approcha de Mademoiselle Kin, embarrassée, et lui demanda si elle était une évoluée de type non combattant. Elle le confirma doucement. Réalisant que son secret était dévoilé, elle le supplia de garder le secret. Avec un sourire narquois, Lily posa sa grande épée sur son épaule et lui dit que garder son secret coûterait plus cher. Cependant, alors qu'il faisait face aux bêtes qui se regroupaient, Lily remarqua quelque chose d'étrange. Les minotaures l'ignoraient complètement et concentraient toute leur agressivité sur Mademoiselle Kin, le laissant se demander pourquoi elle était leur seule cible.